À son apogée, Cahokia était plus vaste que Londres au Moyen Âge, avec plus de 120 tertres massifs émergeant du sol de l'Illinois. Une cité si avancée que les premiers historiens affirmaient qu'elle ne pouvait avoir été construite par les populations locales. Pourtant, l'analyse de l'ADN ancien provenant des nécropoles de Cahokia a bouleversé toutes les certitudes des experts, révélant une ville forgée par des migrants venus de contrées lointaines qui ont contribué à l'essor de l'une des plus grandes civilisations d'Amérique du Nord. Si les ossements pouvaient parler, et grâce à la science, ils le peuvent désormais, quels secrets révèlent-ils sur la véritable identité de ces bâtisseurs antiques? Émergeant de la plaine inondable du Mississippi, le tumulus des moines domine le paysage de Cahokia. Haut de 30 mètres et couvrant plus de 5 hectares, il demeure le plus grand ouvrage de terrassement préhistorique des Amériques. L'immense volume de terre déplacée, estimé à plus de 623 mètres cubes, a nécessité le travail de milliers d'ouvriers, chacun transportant des paniers de terre à la main. Il ne s'agissait pas d'un simple amas de terre, mais d'une plateforme savamment aménagée. Sa base est plus longue que la grande pyramide de Gizeh, et son sommet supportait autrefois une imposante structure en bois, probablement la demeure ou le temple du dirigeant le plus puissant de Cahokia. Autour du tertre des moines, les urbanistes ont aménagé une place centrale de 32 hectares. Ce vaste espace ouvert, plus grand que 60 terrains de football, était cerné de dizaines de tertres plus petits, chacun ayant sa propre fonction. Des plateformes pour des bâtiments, des sépultures ou des centres cérémoniels. Les archéologues ont identifié au moins 120 tertres distincts au cœur de Cahokia, chacun construit par étapes sur plusieurs décennies. Certains se présentent comme de larges plateformes à sommet plat, tandis que d'autres s'élèvent en monuments coniques ou à crête, témoignant d'un paysage social et religieux complexe. La conception de la ville révèle un niveau d'organisation rarement observé en Amérique du Nord précolombienne. Des avenues rectilignes relient les quartiers et les zones cérémonielles. Une palissade de bois, construite et reconstruite au fil du temps, encerclait l'enceinte centrale, offrant à la fois protection et une certaine séparation aux espaces réservés à l'élite. À l'ouest de la ville, un cercle de poteaux massifs en bois, appelé Woodhenge, servait de calendrier solaire. Ces poteaux, dont certains dépassaient 6 mètres de haut, marquaient les solstices et les équinoxes, guidant les semailles, les récoltes et les rituels. Leur emplacement précis exigeait des connaissances astronomiques et des relevés topographiques minutieux, afin d'aligner le rythme de la ville sur les mouvements du soleil. Le travail nécessaire à ces exploits était colossal. La terre utilisée pour les tertres provenait de carrières d'emprunt voisines, creusées à l'aide d'outils en pierre et de paniers tressés. Les ouvriers déplaçaient la terre en équipes organisées, suivant des plans prévoyant des couches stables et un drainage soigné. Les erreurs de construction étaient corrigées au fur et à mesure, comme en témoignent les effondrements et les réparations visibles dans les différentes couches des tertres. La construction du seul tumulus du moine s'est probablement étendue sur plusieurs générations, chaque nouvelle étape reflétant l'évolution du leadership et des ambitions. L'envergure de Cahokia ne se limitait pas à ses monuments. La ville s'étendait sur 6 miles carrés, ses quartiers s'enfonçant dans la campagne environnante. À son apogée, Cahokia comptait probablement plus de 20 habitants, vivant dans des maisons organisées autour de cours et d'espaces communs. L'infrastructure de la ville, ses places, ses routes, ses tertres et ses monuments en bois, était le fruit d'une planification minutieuse et d'un effort collectif. Chaque motte de terre, chaque poutre posée témoigne d'une société capable de mobiliser et d'entretenir une main-d'œuvre considérable. Les vestiges architecturaux de Cahokia sont bien plus que de simples reliques. Ils témoignent d'une vision, d'une coordination et de la force d'un projet commun. Pendant des générations, l'origine des tertres de Cahokia est restée nimbée de spéculations et de légendes. Au 19e siècle, écrivains et antiquaires amateurs peinaient à concevoir que des peuples autochtones aient pu ériger de tels ouvrages de terrassement monumentaux. Ils comblaient alors les lacunes de leurs connaissances par des récits de peuples disparus et de civilisations en voie d'extinction. Une légende populaire prétendait qu'un groupe d'explorateurs gallois, mené par le prince Madoc au 12e siècle, avait traversé l'Atlantique et construit les tertres bien avant Christophe Colomb.
D'autres affirmaient qu'une mystérieuse civilisation de bâtisseurs de tertre avait jadis prospéré dans la vallée du Mississippi, avant d'être anéantie par des groupes amérindiens ultérieurs. Ces théories, venues d'ailleurs, se sont ancrées dans les livres, les conférences et même les premières cartes, servant souvent à justifier le déplacement des peuples autochtones en les présentant comme de simples héritiers d'un patrimoine antérieur. Mais au fil du 20e siècle, l'archéologie a commencé à remettre en question ces récits. Les fouilles systématiques, notamment celles menées par Melvin Fowler dans les années 1960, ont apporté une rigueur scientifique à l'étude de Cahokia. L'équipe de Fowler a mis au jour des preuves d'une occupation continue, des techniques de construction et des artefacts qui correspondent aux traditions des groupes indigènes connus. Les styles de poterie, les outils en pierre et même l'aménagement des quartiers renvoyaient directement aux ancêtres des communautés autochtones modernes. Le mythe des constructeurs de tertre s'est encore davantage érodé avec la découverte de débris domestiques, de potes cassées, d'ossements d'animaux et d'épis de maïs éparpillés parmi les remblais. Ces objets du quotidien, laissés par les ouvriers et les habitants, ont révélé une ville vivante, et non un monde disparu. La datation au radiocarbone situe l'apogée de Cahokia entre 150 et 1200 après Jésus-Christ, soit des siècles avant tout contact européen ou l'arrivée supposée des Gallois. Les populations qui ont construit le tumulus des moines et façonné le paysage de la ville étaient incontestablement autochtones de la vallée du Mississippi. Ces dernières années, des anthropologues physiques comme Kristen Hedman ont insisté sur l'importance des preuves par rapport aux spéculations. Comme le souligne Hedman, les ossements, les artefacts et même le sol racontent une histoire cohérente. Cahokia est l'œuvre de sociétés autochtones profondément enracinées dans la région. La complexité de la cité, de ses monuments astronomiques à ses vastes chantiers, témoigne de générations de savoirs accumulés et d'efforts collectifs, et non de l'intervention d'étrangers. En réfutant les mythes de bâtisseurs disparus et d'architectes étrangers, l'archéologie restitue l'histoire de Cahokia au peuple qui y vivait réellement. Le mérite et l'héritage reviennent aux Amérindiens, dont les descendants perpétuent la mémoire et la signification de ces anciens tertres. Ces éléments de preuve ouvrent la voie au chapitre suivant. Ce que les sépultures et les restes humains de la ville révèlent sur la vie et la mort de ses habitants. Le tumulus 72 se situe juste au sud-est du tumulus des moines. Sa crête basse dissimule une nécropole unique en Amérique du Nord. Les archéologues qui y ont travaillé ont mis au jour plus de 270 sépultures accumulées au fil des décennies. 2 découvertes à l'intérieur du tumulus révèlent les profondes divisions sociales qui ont façonné la société de Cahokia. La tombe la plus somptueuse, connue sous le nom de sépulture de l'homme-oiseau, abritait un homme âgé de 40 à 50 ans. Il était allongé sur un lit de plus de 20 perles de coquillages marins disposés en forme d'oiseau aux ailes déployées. Sous son corps, une cape de coquillages scintillait et des dizaines de pointes de flèches finement travaillées étaient rassemblées à ses côtés. L'analyse de ses ossements et des objets qui l'entouraient suggère qu'il n'était pas seulement un chef politique, mais aussi une figure d'autorité religieuse, peut-être un prêtre guerrier dont le statut fut renforcé par la mort comme par la vie. Les restes physiques de l'homme-oiseau parlent d'eux-mêmes. Il était plus grand que la plupart de ses contemporains, et ses dents et ses os témoignent d'une alimentation plus riche. Son régime alimentaire était riche en maïs et en protéines. Même ses origines le distinguaient. Des traces chimiques dans ses dents indiquent une enfance passée loin de Cahokia, probablement dans le sud-est du pays, avant son ascension au pouvoir dans cette ville. Ses objets funéraires, coquillages du golfe du Mexique, cuivre provenant de mines lointaines, témoignent de relations s'étendant sur des centaines de kilomètres qui ont permis à la classe dirigeante de Cahokia d'acquérir ressources et prestige. À proximité, une autre structure du tumulus 72 révèle une autre facette de la hiérarchie de Cahokia. Dans une seule fosse, les restes de 53 jeunes femmes, âgées pour la plupart de 18 à 23 ans, étaient disposées en rangées. Leurs corps ne portent que peu de traces de violence, mais l'uniformité de leur âge et la survenue simultanée de leur décès laissent penser à un sacrifice de masse. La datation au carbone 14 situe cet événement aux alentours de 150 après Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque de l'inhumation de l'homme-oiseau. Les femmes n'ont pas bénéficié des mêmes fastes ni des mêmes cérémonies funéraires. Leur mobilier funéraire
est peu abondant et leur stature est plus proche de celle de la population locale moyenne. L'analyse isotopique révèle que la plupart ont grandi sur place, leur vie et leur mort étant intimement liées au rythme de Cahokia. L'anthropologue physique Kristen Hedman a consacré des années à l'étude de ces restes. Elle souligne les différences évidentes entre les sépultures de l'élite et celles des sacrifices. La santé robuste de l'homme-oiseau et son mobilier funéraire unique contrastent fortement avec la simplicité de l'inhumation des femmes. Pourtant, la fosse commune n'en est pas moins significative. Ses dimensions et son emplacement au sein du tumulus suggèrent que la mort de ces femmes s'inscrivait dans un rituel plus vaste, peut-être pour accompagner le décès d'un chef ou pour renouveler l'ordre spirituel de la communauté. Ces rites sacrificiels font écho à des traditions observées dans d'autres sociétés mississippiennes, où la mort de serviteurs ou de captifs renforce le pouvoir et le caractère sacré de l'élite. Parmi les autres sépultures du tumulus 72 figurent des couples d'hommes et de femmes inhumés côte à côte, des enfants enlacés à des adultes et des individus dont les corps portent des traces de traumatisme ou de traitements inhabituels. La diversité des pratiques funéraires, la répartition du mobilier funéraire et les différences physiques entre les défunts témoignent d'une société fortement marquée par les inégalités de statut, de rôle et peut-être même d'origine. Sur le site le plus sacré de la ville, les ossements des habitants de Cahokia racontent une histoire de hiérarchie et de rituels, qui allait bientôt être éclairés davantage par les secrets enfouis dans leur ADN. Dans un laboratoire stérile, le Dr Jane Sorensen se penche sur un plateau recouvert d'échantillons de dents et d'os anciens. Ses instruments, pipettes, gants et chambres d'extraction ultra propres sont conçus pour empêcher toute contamination par l'ADN moderne, préservant ainsi les infimes traces génétiques laissées par des populations ayant vécu il y a 1000 ans. Chaque échantillon est enregistré, scanné et préparé pour l'analyse de l'ADN mitochondrial, une méthode qui cible la lignée maternelle et qui survit le mieux dans les restes anciens. La véritable avancée survient lorsque ces séquences génétiques sont comparées aux bases de données régionales. Les résultats remettent en question les idées reçues. Au lieu d'une population locale unique, les données révèlent une ville grouillante de nouveaux arrivants. Une étude portant sur l'analyse isotopique du strontium de 87 dents provenant de sépultures de Cahokia révèle que 87% des individus ont grandi ailleurs. La signature chimique de l'émail de leurs dents, fixée durant l'enfance, indique des origines aussi diverses que la région des Grands Lacs, les plaines du Nord et la côte du golfe du Mexique. Certains individus portent la marque géologique des terrains riches en cuivre du Michigan, tandis que d'autres présentent des caractéristiques similaires à celles des sols coquilliers de Floride ou de Louisiane. Cette diversité n'est pas seulement statistique, elle est inscrite dans le code génétique. La cartographie des haplogroupes, une méthode permettant de retracer l'ascendance maternelle, révèle une mosaïque de lignées rarement observées au même endroit. Les dents provenant de sépultures d'élite, de tombes communes et d'inhumations collectives présentent un large éventail d'haplogroupes typiques des populations amérindiennes, mais avec une variété suffisante pour suggérer une ville bâtie sur les migrations et le métissage. Associées aux données isotopiques, les analyses ADN dressent une carte des déplacements. La population de la ville comprend des personnes dont l'enfance s'est déroulée sur des centaines de kilomètres, arrivant à Cahokia avec leurs propres traditions, langues et liens familiaux. Certains ont peut-être été attirés par l'opportunité, d'autres par alliance ou sous la contrainte. Les découvertes archéologiques confirment cette histoire. Du cuivre des Grands Lacs, des coquillages du golfe du Mexique et des styles de poterie provenant de vallées fluviales lointaines convergent au cœur de Cahokia. L'équipe du Dr Sorensen utilise des techniques d'une rigueur extrême pour garantir l'authenticité de chaque résultat. Chaque séquence est vérifiée et revérifiée et comparée aux artefacts et au contexte funéraire. Les preuves confirment ce que l'ampleur de la ville laissait déjà présager. Cahokia était un véritable creuset de culture, un aimant pour les migrants durant les siècles de sa plus grande croissance. Les conséquences sont profondes. La population de la ville n'était pas le fruit d'une lente expansion locale, mais de vagues successives de nouveaux arrivants, contribuant chacune à la complexité de la cité.
La diversité génétique observée dans les tumulus et les cimetières reflète la diversité culturelle des quartiers, places et lieux sacrés de Cahokia. Il ne s'agissait pas d'un établissement isolé, mais d'un carrefour continental façonné par la circulation des personnes et des idées à travers l'ancien Midwest et au-delà. La science de l'ADN ancien, encore à ses débuts, a déjà bouleversé l'histoire de la vie à Cahokia. Elle révèle une ville marquée par les migrations, l'adaptation et l'arrivée constante d'étrangers. Le prochain défi consiste à comprendre comment cette diversité a influencé la vie quotidienne et quelle pression elle a exercée sur une ville qui a connu une croissance plus rapide que toute autre à son époque. À la fin du 13e siècle, des fissures commencèrent à se propager dans les fondations de Cahokia. L'étude des cernes des arbres révèle une sécheresse extrême qui a frappé la région entre 1276 et 1299, la pire depuis des siècles. Les récoltes dépérirent dans les champs et les crues, autrefois régulières du Mississippi, devinrent imprévisibles. Les archéologues ont mis au jour des couches de brûlures et des palissades reconstruites à la hâte jusqu'aux alentours de 1170, démontrant ainsi que les menaces n'étaient pas seulement environnementales. Les remparts défensifs s'élevaient et s'effondraient en un temps record, témoins d'un conflit grandissant, qu'il soit interne ou provoqué par des voisins hostiles. Les restes humains de ces années-là témoignent silencieusement de ce lourd tribut. Les squelettes portent les marques de la malnutrition et de l'épuisement physique, tandis que certains crânes conservent les lésions de la tuberculose, une maladie qui prospérait à mesure que la population augmentait et que les ressources se raréfiaient. La diversité de la cité, qui avait jadis fait sa force, devint un défi, les nouveaux arrivants et les habitants locaux se disputant des ressources de plus en plus rares. Les rituels et les sacrifices se multiplièrent, peut-être en quête de stabilité. Alors que la sécheresse, les maladies et les troubles converguaient, la ville qui avait attiré des populations de tout le continent devint une véritable cocotte-minute. Sa population atteignit ses limites. Les forces qui avaient alimenté l'essor de Cahokia la précipitaient désormais vers son effondrement, ne laissant derrière elle que des traces éparses dans la terre et les ossements. Des traces du peuple de Cahokia persistent dans la terre et l'eau, longtemps après l'extinction des derniers incendies de la cité. Au fond des sédiments du lac, des scientifiques ont détecté des traces de déchets fécaux, des signatures chimiques laissées par les excréments humains et qui se sont perpétuées sans interruption jusqu'au 16e et 17e siècle. Ces preuves, recueillies au lac Horseshoe, près des tumulus, confirment que les Amérindiens ont continué à vivre dans la région pendant des siècles après la disparition de Cahokia. L'idée de disparition s'estompe à mesure que la science révèle une présence constante, quoique fluctuante. Les traditions orales de la Confédération de l'Illinois décrivent des ancêtres qui ont construit d'imposants ouvrages de terrassement et cultivé ces terres, faisant écho aux découvertes archéologiques. Le chef Ayasha Redbird, s'exprimant lors d'un récent rassemblement, a rappelé à l'auditoire que les descendants des bâtisseurs de Cahokia sont toujours là, leur héritage inscrit dans la mémoire et dans la terre. La prochaine étape consiste à séquencer intégralement le génome, un projet en cours avec le consentement des communautés tribales. Les chercheurs espèrent que ces études permettront bientôt de clarifier les liens entre l'ancienne Cahokia et les groupes autochtones modernes, restaurant ainsi un sentiment de continuité trop longtemps nié par les mythes et le silence. Aujourd'hui, les recherches sur l'ADN prouvent que Cahokia était une métropole multiethnique florissante, une réalisation autochtone effacée de la plupart des manuels scolaires. Grâce aux nouvelles techniques qui révèlent des histoires inédites à partir d'ossements anciens, nous repensons qui a bâti les premières villes américaines et qui revendique encore cet héritage. L'histoire n'est pas seulement ce que nous héritons, c'est aussi ce que nous choisissons de voir. Que voyez-vous dans l'histoire de Cahokia? Partagez vos réflexions ci-dessous.